C'est un paradoxe de nos sociétés d'abondance. 1 milliard de tonnes de nourriture produite à l'échelle mondiale finit à la poubelle sans avoir été consommée. En France, chaque habitant jette en moyenne 20 kg d'aliments par an. Et dans le même temps, 16 millions de citoyens dépendent de l'aide alimentaire. Moi, ça me révolte quand on voit tout ce que les gens y jettent. C'est pas possible. Ce gaspillage est partout, dans la grande distribution, dans les collectivités publiques, mais aussi dès la production. Pourquoi un tel gâchis? Mauvaises habitudes de consommation, surproduction ou stratégie commerciale? Le gaspillage, c'est une stratégie, hein. C'est une stratégie de croissance, de faire consommer toujours plus vite. Nous avons enquêté sur ces facteurs qui encouragent le gaspillage. S'agit-il pour autant d'une fatalité? Des individus, des associations militent aujourd'hui pour faire évoluer nos comportements. D'autant qu'il y a urgence, car ce gaspillage coûte cher, y compris pour l'environnement. Pour produire toute cette nourriture, des quantités importantes d'eau et d'énergie sont elles aussi gaspillées. Comment il peut y avoir des gens qui crèvent la dalle, des gens qui sont au chômage, et comment on peut se permettre de détruire la richesse? Ça, c'est la question quand même qu'on doit tous se poser un jour ou l'autre. Laetitia est infirmière, à la tête d'une famille recomposée. Comme beaucoup de femmes actives, elle n'a pas le temps de préparer ses courses. Bon, rapide et efficace, hein, les enfants? Le gaspillage est devenu une composante de notre vie moderne. Bon, on va chercher le gâteau. Allez, allez-y. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Il s'est insinué dans notre quotidien, presque malgré nous. Bon, les choses par 10, là, c'est pas mal quand même, hein. Il faut qu'il y en ait un nombre suffisant dedans quand même, hein. Je fais en général tous les rayons. Et je ne fais pas de liste avant, je fais les rayons un par un. Rien n'est préparé, j'ai pas le temps de préparer. Là, on va aller là par là. Laetitia se laisse régulièrement séduire par les campagnes promotionnelles de la grande distribution, souvent mal adaptées à ses besoins. Elle remplit alors son chariot et après, elle jette. Alors, quand je me rappelle plus si j'ai le produit à la maison, effectivement, je préfère le prendre. En me disant au cas où, tant pis, j'en ai 2 plutôt que d'en manquer. Je me retrouve parfois même avec 2-3 produits d'une semaine sur l'autre parce que j'ai oublié que je l'avais déjà acheté. Je me retrouve 2-3 fois avec le même produit, ça m'arrive souvent. Regarde les dates quand même. 12 août, ça va, on a un peu de temps quand même. D'ici là, il sera mangé. En revanche, elle ne transige pas sur les dates de péremption. Je suis en train de chercher par rapport aux dates. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un roulé de dinde, un rôti de dinde, en date du 13 mai. Donc 13 mai, ça me laisse 4 jours. Il suffit qu'un jour, j'ai un loupé parce que j'ai la flemme de faire à manger ou on mange ailleurs. Et du coup, après, c'est trop juste. Et il m'est arrivé énormément de fois de jeter des rôtis de dinde de ce style parce que la date était limite ou à un jour et qui sentait, dès qu'on ouvre, qui sentait déjà mauvais. Donc, C'est un peu plus tard, au moment du rangement des courses, qu'elle réalise qu'elle n'échappe pas au gaspillage. Alors avant de remplir le frigo, je mets les yaourts plus anciens devant et je jette ce qui est, ils traînent un peu trop longtemps dans le frigo. Donc, lui, je pense qu'il, bon, certes, ça se mange sec, mais là, je pense que ça fait un petit moment qu'il traîne dans le frigo. Donc, forcément, je le jette. 1er mars. Ça fait 2 mois qu'il est périmé, qu'il est dans mon frigidaire. Donc, je pense que je vais quand même en profiter pour le jeter. Et voilà. Compote que je n'ai pas ouvert et mangé depuis au moins 2 semaines. Et puis au final, la moitié du pot il est mangé, la moitié du pot est jeté. Donc est-ce bien une économie des fois de prendre des gros pots? Voilà, il y a un côté familial et un côté finalement où on jette plus, quoi. Ça traîne. Voilà. Tout ce qu'on jette de toute façon c'est perdu, hein, donc à partir du moment où c'est perdu, on gaspille de l'argent. À partir de là, on fait bien la morale aux enfants de ne pas jeter, de ne pas laisser dans les assiettes, mais bon finalement, voilà, on en fait mais sans le vouloir, quoi. Mais les consommateurs ne sont pas les seuls à jeter. Les structures publiques gaspillent elles aussi sans compter. Près de 30% des assiettes servies dans les cantines scolaires partent à la poubelle.
Une hérésie quand on sait que 50% de ce gaspillage serait lié à un mauvais dosage des quantités. Même chose pour les hôpitaux. Quelque part en Bretagne, une aide-soignante a accepté de nous ouvrir les poubelles de l'hôpital où elle travaille. Une visite guidée qui confirme bien que là aussi, on gaspille à tout va. Là, il y a des kilos de frites et des kilos de viande. Tous les jours. Tous les jours, c'est comme ça. Du jambon. Et là, on a fait quoi? On n'a même pas vidé une poubelle sur 1, 2, 3, 4, 5 containers. Et moi, j'ai les moyens de faire un repas par jour. Et je vois ça comme ça. Et on se demande pourquoi il y a des doses pareilles pour des gens qui sont incapables de manger autant. Ou qui peuvent même plus manger. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Une étude du ministère de l'Agriculture a démontré que la restauration collective des établissements de santé enregistrait les plus gros volumes de gaspillage. À Nantes, la cuisine centrale prépare les repas des 3 centres hospitaliers de la ville. 11 000 à 13 000 plateaux quotidiens. Ici, on ne semble pas avoir conscience d'un quelconque gâchis. Globalement, les quantités sont adaptées. On est sur un plateau normal avec des entrées hors d'œuvre qui varient en fonction des produits, mais de 200 à 150 grammes, avec un plat de viande qui est adapté également. Alors après, effectivement, en fonction de l'appétence, en fonction de la maladie, du type de service, on peut avoir cette sensation d'avoir un plateau trop important. Effectivement, ça pourrait induire un gaspillage si on n'avait pas connaissance de l'historique de consommation. Alors, actuellement, on a un recul quand même qui est important sur le CHU. Donc globalement, on a une assez bonne maîtrise effectivement de la production. Mais on ne jette quasiment pas grand-chose. Voilà, monsieur. Mais à l'heure des repas, le discours des patients est très différent. Moi je vous dis, moi je laisse, j'en connais quelques-uns aussi qui laissent leur plateau, rien que mon voisin de chambre. C'est pareil, il laisse ses plateaux aussi, quoi, donc ça n'a pas de goût, quoi. C'est franchement pas bon. Donc en général c'est fade, le riz, les pâtes, il n'y a pas de sauce, c'est pas génial, quoi. Des quantités inadaptées, des patients insatisfaits, une administration qui ne se remet pas en question. À l'hôpital, personne ne semble capable de limiter ce gâchis. Ce qu'on sait moins, c'est que le gaspillage commence dès la phase de production. En mer, par exemple, des milliers de kilos de poissons atterrissent à la poubelle avant même d'arriver sur l'étal des marchands. Pire, sur le pont des bateaux, on rejetterait près de 50% de ce qui est pêché. La raison ? Avec leurs outils informatiques hyper sophistiqués, les pêcheurs savent à l'avance quel poisson risque d'être acheté sur la criée. Le reste est rejeté à la mer, agonisant ou blessé, alors qu'une espèce sur 3 est en voie d'extinction. J'ai l'impression que les bateaux sont plus éparpillés aujourd'hui, non ? Patrice Donnard est le patron du chalutier Le Risten. Il vient tout juste de démarrer la saison de la langoustine. Pour lui, il n'y a aucun doute. On gaspille beaucoup trop en mer. Mais comment faire autrement ? Faut pas se voiler la face sur le métier du chalut, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rejets. Il s'avère que bon, on peut remonter aussi, pas accidentellement, mais plus qu'il nous est autorisé. Donc voilà, ça peut être considéré comme du rejet. Mais une fois que le poisson est sur le pont, qu'il est mort, malheureusement, il n'y a pas encore des panneaux à l'entrée des filets pour dire stop, stoppez, voilà. À genoux dans la vase, les 2 hommes d'équipage trient les langoustines. Toutes celles inférieures aux 9 cm réglementaires imposés par Bruxelles seront remises à la mer.
Mais dans quel état? Écrasés sous le poids des autres, beaucoup meurent étouffés. Difficile là encore d'estimer la perte. Les toutes petites, une fois qu'on a trié, c'est rejeté à la mer. Elles ne sont pas toutes vivantes, évidemment, il y a toujours des écrasés, il y a toujours des molles, il y a toujours des... Mais ce qu'on rejette à l'eau, on considère, ça fait des années qu'on nous dit ça, que 30-40% de ces rejets réussissent à vivre de retour. Enfin, soi-disant, maintenant je ne sais pas, ça reste à vérifier. Là, on aura peut-être un panier de rejets dans chaque parc. Comme on aurait pu en avoir 2 ou 3, ça dépend. Il y a des secteurs où il y a plus de rejets que d'autres. Les chalutiers qui ratissent les fonds marins n'épargnent aucune espèce. Et les poissons, pêchés en vain, agonisent sur le pont avant d'être remis à l'eau. Certains experts scientifiques prédisent même la disparition de tous les stocks pêchés actuellement avant 2050. Aujourd'hui encore, ils serviront de nourriture aux goélands. Par jour, il y aura peut-être, ça peut être 100 kilos un jour, 300 de l'autre, et à la fin de la semaine ou à la fin du mois, c'est chiffré directement en tonnes. Parce que ça arrive assez régulièrement, quoi. Ce marin sait qu'une fois son poisson débarqué sur la criée, il y aura encore beaucoup de gâchis. À terre, les invendus seront jetés à la poubelle ou transformés en farine animale. Le plus choquant, c'est qu'ils sont encore consommables. Pourtant, personne ne pourra les manger. Quand il y a du poisson qui est invendu, au lieu de le redistribuer, de faire quelque chose avec tous les gens qui crèvent de faim sur Terre, ils mettent du produit style de l'eau de Javel ou des produits comme ça pour mettre à la poubelle et pour être sûr que personne ne viendra le chercher. Il y a un problème quelque part. Un gros problème quelque part. Sur les 310 000 tonnes pêchées l'an passé, 216 000 ont été vendues à la criée. Aujourd'hui, la plupart des pêcheurs font partie d'une organisation de producteurs. Une fois la pêche débarquée sous les halles, elle ne leur appartient plus et les prix sont fixés sans eux, selon le cours du jour. Ici, le numéro 1. Le deuxième est un peu plus mélangé. Hein. Normal? T'appelles ça normal, toi? Bien sûr. C'est comme si moi je t'appelais normal, toi. Bien sûr, ah. je suis normal, regarde. Ouais. Voilà, royal. Pour que les cours ne s'effondrent pas, les poissons ne peuvent pas être vendus en dessous d'un certain tarif. Si personne ne les a achetés à ce prix barrage, ils sont retirés de la vente. Le pêcheur reçoit alors une compensation fixée en moyenne à 50 centimes d'euros le kilo et les poissons invendus partent à la casse. Un gaspillage que minimisent les directeurs de criée. Sur le port de Guilvinec, donc, qui traite environ 19 000 tonnes de poissons à l'année. En 2011, nous avons eu environ 3% en invendus, ce qui n'est pas énorme. Bon, il y a beaucoup de poissons blessés là-dedans, du petit poisson, du merlan petit, de l'aigle fin à taille 4, voilà majoritairement ce qu'on trouve en invendu. 2 à 3%, c'est ce qui correspond à la moyenne nationale. Sauf que sur la production totale, ça fait beaucoup. Certains parlent même de 10 000 à 13 000 tonnes de poissons invendus qui seraient jetés chaque année en France. Un constat qui en révolte plus d'un parmi les employés de la criée. Il y a que vous allez quoi qui va se vendre, vous allez avoir le turbo, la lotte, le bar, tout le poisson noble, quoi. Mais tout le reste qui se vend bien, comme la raie, le cabillaud, les raies fraîches, vous avez les raies avec une aile, vous nourrissez 5 personnes. Ça va la problème. Ah, moi ça me révolte. Moi ça me révolte. Ce gaspillage, ça me... bon. Ce jour-là, au Guilvinec, il y a 3,5 tonnes d'invendus qui partiront à la casse, alors que pour une grande partie de notre population, le poisson est hors de prix. Un scandale quand on sait qu'avant de les jeter, les employés de la criée, pour la plupart smicards, sont obligés de vaporiser un produit sur les poissons, une substance qui les rend immangeables. Pourquoi ? Pourquoi jeter et ne pas leur donner ? On ne peut pas en faire un marché parallèle de ces invendus. Pas possible, ça casserait le marché. Ça porterait une concurrence déloyale au commerce local d'abord et puis au commerce en général.
Mais tous les invendus ne finissent pas à la benne ou dans la mer, comme ces crustacés. Il y a une troisième filière dont on parle peu et qui, pour le coup, fait un gaspillage honteux de nos réserves marines. En effet, la grande hypocrisie du système consiste à prétendre qu'on ne met pas grand-chose à la poubelle, puisque 75% des invendus sont transformés en farine animale. On aura donc tué du poisson sauvage pour nourrir du poisson d'élevage, mais pas seulement. Des cochons, des poulets de batterie, bref, des animaux terrestres pour qui il n'est pas naturel de manger du poisson. En principe, seules les têtes et les arêtes devraient servir à cette farine. Une situation aberrante, d'autant que les chiffres sont accablants. Dans le monde, pour une année de référence telle que 2010, on estime la production de farine animale au niveau mondial de l'ordre de 5 millions de tonnes. 5 millions de tonnes. Alors, quand vous voyez un port comme Concarneau, qui aujourd'hui, en pêche fraîche, produit quelque chose comme 8000 tonnes an, 8000 tonnes an, là on parle par millions de tonnes. C'est scandaleux. Et donc ce sont des volumes prélevés dans la mer. Alors c'est vrai que ne rêvons pas, on sait très bien qu'on ne va pas l'interdire du jour au lendemain, mais nous demandons au moins qu'il y ait une prise de conscience et qu'on impose un calendrier, un échéancier pour aller vers une réduction de celle-ci. L'autre hypocrisie du système consiste à dire que ce qui n'est pas jeté ou transformé est donné à l'aide alimentaire. Vrai, mais ces dons ne représentent que 10% des invendus. C'est peu. Les Paniers de la Mer, une association loi 1901 à fonds mixtes, aide publique et dons privés, ont été créés pour récupérer le poisson invendu, le transformer avant de le donner aux associations caritatives. Il y en a 5 aujourd'hui, dont celui de Saint-Malo. Leurs résultats sont édifiants. En 2009, ils n'ont récupéré que 300 des 3000 tonnes vouées à la destruction, faute de moyens logistiques. Je voulais savoir s'il y avait du retrait aujourd'hui. Il n'y avait pas de poisson aujourd'hui. Coquille complètement, bah oui. D'accord. Hein, mais il n'y a pas en retrait de la coquille pour nous. On aimerait bien travailler la coquille. Tous les jours, c'est le même rituel. Les Paniers de la Mer appellent les criers pour tenter de reprendre les poissons destinés à la poubelle. Bah, si nous, on ne le récupérait pas, oui, ce poisson-là serait destiné soit à la farine animale, soit à la destruction, soit voire les appâts. J'avais lu, ce mois de février 2009, 40 tonnes de Saint-Jacques à la destruction. Je crois que j'ai encore l'article. 40 tonnes de Saint-Jacques à la destruction. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas preneur. C'était au mois de février, je pense. Et donc, 40 tonnes de Saint-Jacques, nous sommes en capacité de les travailler, de les découpiller. Ça fait mal au cœur. Regardez, est-ce que vous achetez ce poisson-là? Est-ce que vous êtes... Regardez là aussi. Regardez. C'est propre, c'est beau comme poisson en plus. Hein. C'est intéressant avec des petits légumes autour, une petite julienne de légumes. Regardez, plutôt qu'ils aillent purement et simplement à la poubelle, à la destruction. En luttant contre le gaspillage, les Paniers de la Mer luttent contre la faim. Mais ils ont aussi une autre casquette. Favoriser l'insertion professionnelle de personnes éloignées de l'emploi. Un moyen comme un autre de lutter contre le gaspillage des ressources humaines. Hein? Non, t'as 103 kilos. À Saint-Malo, ils sont 8 salariés à bénéficier de ces contrats aidés, et ce pour un maximum de 24 mois. Pascal est très fier de ce qu'il fait, d'autant qu'ici, la plupart de ses collègues de travail sont bénéficiaires de l'aide alimentaire. Il a maintes fois été témoin dans son ancienne vie professionnelle de gaspillage, un gaspillage qui aujourd'hui encore le choque beaucoup. Peu après mon licenciement économique, j'étais 7 mois à faire les paillettes de chou-fleur. Il y avait des stocks qui étaient consommables, hein, et des chou-fleurs qui avaient 2 jours. Et la douane était devant nous, on mettait du produit et moi j'ai vu, sans mentir, une vingtaine de caissons remplis, des caissons comme ça, remplis, même hauts comme ça, ouais, en bois, et obligé de
pour que ce soit acheté. Alors que ça aurait très bien servir aussi. Et là, ça, moi pareil, quand on voit du gaspillage comme ça, c'est effarant, quoi. En 2011, les 5 paniers de la mer ont réalisé 485 000 portions de 200 grammes, soit 261 tonnes de produits bruts qui auraient fini à la poubelle. Ce jour-là, ils fournissent la banque alimentaire de Saint-Malo. Vous avez du tacou, du grondin, de l'aiglefort, du merlu même. Ah, quand même. Hein, quand même, de la raie et de la roussette. Oh là là, merci beaucoup. C'est bien, hein? C'est bien compris. Voilà, travailler avec amour en plus. En plus. C'est bien que ça. Quand même, des machins comme ça, c'est bien. Nous expédions là 488 kg 240 pour 48 colis, ce qui représente 3000 assiettes qui seraient donc à la poubelle. À la poubelle. Depuis un an, les dons de poissons au panier de la mer ont diminué de 50%, alors que la production n'a pas baissé. Est-ce à dire que l'on préfère vendre plus pour la farine animale, ce qui rapporte un peu, et donner moins au panier de la mer, ce qui ne rapporte rien? Impossible d'avoir une réponse. Alors là, on parle du poisson, mais quand on voit sur d'autres, dans l'agriculture, ce qu'on est capable de jeter parce que, il n'y a pas la rentabilité, etc., ça navre l'ensemble des professionnels tout d'abord, et puis, je dirais, l'ensemble de la société qui s'interroge comment il peut y avoir des gens qui crèvent la dalle et comment on peut continuer. Des gens qui crèvent la dalle, des gens qui sont au chômage, et comment on peut se permettre de détruire la richesse. Ça, c'est la question quand même qu'on doit tous se poser un jour ou l'autre. Le même type de gaspillage, à la source, se retrouve aussi dans l'agriculture. Les fruits et légumes doivent être calibrés, avec une cosmétique parfaite. Si ce n'est pas le cas, les cultivateurs écartent d'eux-mêmes 15 à 20% de leur production. Les produits pourrissent alors à même le sol ou dans leur cajot. Mais en matière de gaspillage, un secteur est particulièrement montré du doigt, la grande distribution. Alors par contre, il y a des écoutes partout dans les magasins, donc faites très attention. On est écouté. Parce qu'il m'arrive des trucs, il y a des fois je me dis mais comment ils sont au courant? C'est pas possible. Donc on va passer par là. Donc là, c'est les poubelles. Les hypermarchés produiraient chaque année en France un volume de déchets alimentaires de l'ordre de 560 000 tonnes. C'est toutes les pertes, ce qui est assez monumental. Tout est chiffré naturellement. Là, on a environ 1500 € de pertes toutes les semaines. C'est énormément de pertes. Parce qu'avant, nous, les chefs de magasin, on commandait, quand on voyait qu'il n'y avait plus de produits, ça y est, on repassait une commande. Sauf que maintenant, avec la commande automatique, on est obligé d'avoir tout l'assortiment. Déjà, c'est une obligation au niveau national. Donc derrière, on a énormément de pertes. Donc certains magasins où ça va être vraiment des magasins avec une population d'origine musulmane qui ne va pas vendre de porc, parce que ça ne fait pas partie de ce qu'ils achètent, bien entendu. Eh bien, on va acheter du jambon, tout ce qui est à base de porc, à profusion. Pour justifier un tel gâchis, la grande distribution invoque la tyrannie de la DLC, ou date limite de consommation, fixée par le fabricant. Or, plusieurs tests ont déjà prouvé que la DLC d'un yaourt peut être augmentée de 10 jours, sans aucun risque pour le consommateur. Donc ça, les lasagnes, 2 avril. Même chose pour les fruits et légumes. Un poireau flétri devient vite un déchet. Oh, je pensais pas que c'était de la perte. Putain, 3 cajots. Ça, d'accord? Là, le client, il va pas acheter ça. Alors, il y a une possibilité. On ouvre le sachet, puis on le vend en vrac. Seul problème, donnez-moi des heures, et puis je le fais. Ouais, ceci, je sais pas pourquoi il l'a acheté. Quand on sort les poubelles, les gens sont dehors et ils attendent pour récupérer la marchandise. Tout au début où j'arrivais dans la société, c'était des gens qui n'avaient pas... Enfin, ça se voyait dans leurs habits, c'était des mendiants, etc. Maintenant, non, il n'y a plus
Des fois, on voit des belles voitures passer, ils viennent récupérer la salade, ils viennent récupérer tout ce qu'on jette, hein, sans aucun problème. Hein. Aucune loi n'interdit de fouiller dans les poubelles. Et pourtant, la plupart des grandes surfaces mettent du bleu de méthylène dans leurs containers, alors que le contenu est encore consommable. Pour quelle raison? Officiellement, pour éviter le vandalisme et les risques d'être poursuivis en cas d'intoxication alimentaire. Dans la benne, là-bas, il y avait des morceaux de verre, des bouteilles cassées. Ah, ça y en a, de temps en temps, oui, il faut faire gaffe. Hein. Ils font exprès, hein, de mettre de la merde dedans pour pas que les gens récupèrent. En revanche, il est illégal pour les salariés de la grande distribution de se servir dans les poubelles de leurs magasins. Ils sont plusieurs à avoir été licenciés pour ce soi-disant délit. Germain Pintado en fait partie. Il a perdu son emploi pour avoir pris 12 salades qui allaient partir à la casse. Ils m'ont amené en salle d'interpellation. Donc là, ils m'ont accusé de vol. Ils ont fait venir la police. Donc je suis parti avec la police menotté entre deux policiers, garde à vue. Sur le moment, j'ai eu une mise à pied qui a duré un mois. Apparemment, c'est le maximum légal. Donc ils ont fait traîner tout ce qu'ils ont pu. Et par la suite, lettre recommandée, licenciement pour vol. Donc une dépression pendant plus de 3 mois. Donc envie de plus rien faire. Enfermé à la maison, pas sortir, ni voir les amis. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas facilement. Et pourtant, ce sont par semaine des centaines de kilos de nourriture qui partent à la benne. Des bennes comme celle-ci, dont la contenance est de quelques 5 à 6 tonnes. C'est la même taille que ça, c'est la même benne que ça. Il n'y a que la couleur qui change, c'est une couleur bleue. Avec une presse pour tout presser, qu'on ne voit pas ce qu'il y a dedans et que ça ne soit pas récupérable. Le distributeur responsable du licenciement de Germain Pintado n'a pas voulu communiquer sur cette affaire. Mais comment peut-on expliquer une telle absurdité? Licencier quelqu'un pour avoir pris 12 salades qui allaient être jetées? On préfère donc gaspiller plutôt que donner. À la CGT de la Bourse du Travail d'Angers, où on a aidé Germain Pintado lors de son affaire, on a sa petite idée. Ils estiment que de toute façon, ce sont des clients potentiels et puis qu'il y a une baisse de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est les politiques, c'est les procédures. Pour eux, le fait qu'un salarié prenne des marchandises qui sont destinées à la poubelle, eh ben, c'est un manque à gagner. C'est comme ça. Pour moi, c'est une injustice totale. Et quand les grandes surfaces ne jettent pas, elles préfèrent donner aux associations caritatives plutôt que d'en faire profiter leurs salariés, souvent eux-mêmes en situation précaire. L'avocat de Germain Pintado avance lui aussi une argumentation qui n'est pas sans intérêt. Un employeur qui fait un don à une association caritative bénéficie d'un avantage fiscal et donc va déduire 60% de ce don de son bilan. Alors, c'est évidemment certainement aussi une des explications de l'attitude des grandes surfaces qui vont préférer donner leur surplus à des associations caritatives pour bénéficier de cette disposition fiscale, quitte parfois d'ailleurs à donner un peu n'importe quoi. Moi j'ai le syndicat qui m'alertait sur certaines pratiques où vous avez des palettes qui arrivent en magasin de produits qui finalement sont pas terribles et qui passent directement à des associations caritatives sans avoir même été mis en rayon. Donc c'est invraisemblable et c'est invraisemblable parce que cette générosité elle est quand même bien organisée pour être rentable parce que comptablement c'est plus rentable de donner à des associations qu'on ne connaît pas, qui sont certes caritatives, qui en font certes bon usage, que de donner à ses salariés, parce que le don à ses salariés, c'est un don gratuit. Donc c'est un don qui ne rapporte rien. Germain Pintado a donc fait les frais d'un système subtil, où le don doit rapporter de l'argent. Heureusement pour lui, les prud'hommes ont requalifié son licenciement, non plus pour vol, mais pour faute grave. Il échappe ainsi au casier judiciaire.
On l'a vu, le don à l'humanitaire flatte l'image des grands distributeurs, dont la vertu principale n'est justement pas d'être vertueux sur le gaspillage. Pourtant, les choses évoluent et certains patrons indépendants veulent jouer la carte de la transparence, écœurés, semble-t-il, par leur propre mode de fonctionnement, dont l'essentiel consiste en 2 points. Vendre en grande quantité plutôt qu'en exemplaires uniques pour inciter le consommateur à acheter, jeter des produits non périmés mais proches de la date de péremption par peur de la concurrence. Plus leurs produits seront frais, plus la ménagère achètera chez eux. On a un niveau de casse qui est tout à fait honorable, puisqu'on se compare aussi beaucoup entre collègues et confrères là-dessus, mais ça représente à peu près 1% de votre caddie. Quand vous faites vos courses aujourd'hui en magasin, il y a à peu près 1% de votre caddie qui est jeté pour votre compte par le magasin, et 1% que vous allez jeter vous-même, chez vous, sans forcément vous en rendre compte, à travers les restes et à travers des produits que vous ne consommerez pas non plus. Ça, en termes de prix pour le magasin, ça fait 10 000 € par semaine, à peu près. Ça va? Ça va, ça va. Pas trop de casse ce matin? Non, ça... Plutôt demain? Ouais, c'est ça. On a joué un petit peu le coup ce week-end où on a fait rentrer des brochettes. Il a fait beau, mais il a fait un peu frais ce week-end, disons, pour faire des brochettes. Ça, c'est des produits qui sont périmés au 3. Ça, c'est des produits qui, malheureusement, vont être bénés demain. Et plus les produits sont saisonniers, plus c'est complexe pour nous de gérer ces produits-là. Justement, parce qu'on va être tributaire de la météo, on va être tributaire du succès ou de l'insuccès d'une opération promotionnelle. Là, on arrive dans des choses un peu plus complexes. On trouve de tout dans les poubelles des supermarchés, et surtout des produits jetés bien avant la date de péremption. Ici, par exemple, les yaourts sont retirés des rayons 6 jours avant la DLC, la charcuterie à 5 jours et les œufs à 7 jours. C'est dire si les grandes surfaces prennent de la marge afin de satisfaire cette course effrénée à l'ultra-fraîcheur. Un système aberrant qui marche sur la tête. Garantir un arrivage permanent est donc un argument de vente. Mais au rayon des fruits et légumes, une marchandise très fragile, il faut redoubler de vigilance. Un simple problème de stockage peut être source de gaspillage, sans parler de l'attitude des consommateurs. Le conditionnement n'aide pas à la bonne tenue des fruits. Regardez les fruits les uns sur les autres. Des moments, ça s'entasse un petit peu. S'ils partent pas vite, forcément, on se dit de souvent prendre un coup. Plus les clients, des moments qui sont pas toujours, qui sont pas souvent attentionnés avec les fruits. Le port des gants, par exemple, moi je porte des gants, les clients n'en portent pas. Et les microbes jouent beaucoup sur les fruits. En Italie, les clients portent des gants dans les supermarchés. Et celui qui n'en porte pas est mal vu par les autres clients du magasin, en fait. La banane, c'est rigolo parce que c'est le produit en volume le plus vendu au magasin. Globalement, 20% des bananes qui sont ici vont être jetées. C'est répercuté dans le prix au kilo que chaque client paye au quotidien pour acheter ses bananes. Et ça représente donc à peu près 20 tonnes de déchets à l'année. On vend 70 tonnes de bananes. Pour parvenir à cet objectif, on en achète 90 tonnes. Pourtant, il y a des solutions pour ne plus jeter la tomate déchue ou la poire ridée. Mais ces solutions demandent souvent un investissement et donc ont un coût. Bon, ça coûte pas beaucoup le rouge là? Il faut en mettre pas mal peut-être. Ici à Lille, on est prêt à franchir le pas en payant un salarié de plus qui se chargera bientôt de reconvertir les invendables. Donc nous, on a pensé à une solution, c'est que par rapport à tout ce gisement de fruits, de légumes frais au quotidien qu'on jette uniquement pour des raisons cosmétiques, on pourrait aller un tout petit peu plus loin, donner le petit coup de couteau qui va bien pour les rendre consommables, en les épluchant, en les transformant et en le proposant soit découpé, soit transformé en smoothie ou en soupe à nos clients. Donc ça permettrait de donner une deuxième vie à des produits qui étaient destinés à être jetés. Aïe, excellent celui-là. Excellent. Nickel.
En France, 8 200 000 personnes vivent dans la pauvreté. Et le manque de nourriture est le stigmate le plus visible de l'exclusion sociale. C'est pour cette raison qu'ont été créées les épiceries solidaires, sorte de supermarché social qui proposent en libre service des produits vendus 10 à 20% du prix usuel. Elles sont 230 aujourd'hui et se fournissent auprès de l'aide alimentaire, mais aussi des paniers de la mer. Et surtout, elles récupèrent les fruits et légumes qui auraient été jetés sur les marchés de gros. Bref, elles participent à leur manière à l'anti-gaspillage. Donc on ramène du shampoing. Martine, il faudra ramener du shampoing de la plateforme. Les épiceries sont une réponse, effectivement, pour lutter contre le gaspillage. Les personnes bénéficiaires sont beaucoup plus sensibles aussi au gaspillage et font plus attention. Le fait de distribuer sous forme d'épicerie y contribue beaucoup. Parce que d'abord, les personnes choisissent leurs produits, elles donnent une contribution, donc elles font beaucoup plus attention, sont beaucoup plus responsabilisées sur le produit qu'elles prennent et donc ont moins tendance à se débarrasser du produit s'il ne leur plaît pas ou si ça ne leur convient pas. C'est le même prix au kilo, les carottes et les endives? Les endives sont un peu plus chères. Mais tu peux en prendre, hein, des endives. On en a aussi en quantité suffisante. Tu peux en prendre, Louis. N'hésite pas. Hein. Louis est à la retraite. Il a travaillé longtemps dans l'aéronaval. Aujourd'hui, il n'a pas les moyens de se nourrir correctement. L'épicerie solidaire va l'aider, mais pour 6 mois seulement. Ici à Toulouse, elles sont 170 familles à bénéficier de cette aide ponctuelle. Louis ne comprend pas le gaspillage qui l'entoure, lui qui a du mal à joindre les deux bouts. C'est un paradoxe insupportable, ça. C'est vraiment une mauvaise gestion des ressources de la planète. Et c'est vraiment dommage de voir le gaspillage que l'on voit et de notre côté, tous les besoins non satisfaits des êtres humains sur la Terre qui n'ont pas de quoi survivre. Et c'est intéressant que le principe des épiceries solidaires vienne rétablir à un faible pourcentage, mais va dans le sens de rétablir un petit peu cet équilibre. Pour se laver les mains. L'accès à l'épicerie solidaire est validé par les services sociaux de la ville ou du département. Ici, on essaye de leur apprendre à consommer mieux, donc à gaspiller moins. C'est pour cette raison qu'ils sont systématiquement encadrés par des bénévoles. On regarde en fonction des stocks qu'on a et puis en fonction de la famille, si la personne est seule ou s'ils sont en couple avec des enfants. Donc bien sûr, si c'est une grande famille, ils peuvent prendre beaucoup plus que si c'est une personne seule. Je crois que c'est fini là. Oui. Ouais. Donc lui, ça te fait au total 10,90 €. Dans un supermarché lambda, Louis aurait payé 109 €. Ah oui, ça fait une économie non négligeable. Hein. C'est une vraie aide. Voilà, t'as mon nez, Louis. Merci. Je te remercie. Merci. Et bonne soirée. À bientôt. À bientôt, bonne semaine. Merci de même. À quelques pas de là, l'atelier culinaire des épiceries solidaires qui accueille aujourd'hui 6 bénéficiaires. En fait, le but de l'atelier, c'est pas de dire vous jetez pas ou vous recyclez, peu importe. Chacun fait comme il peut avec les moyens qu'il a. C'est juste une façon de voir qu'on peut faire avec plein de choses, avec des choses qui nous restent, des fonds de frigo. Et que c'est intéressant du coup de ne pas les jeter, quoi. L'aide alimentaire apportée par les épiceries solidaires est un moyen d'aborder d'autres questions, telles que la santé, mais aussi l'éducation. Éduquer les participants à travers des cours de cuisine à mieux gérer la nourriture et donc à moins jeter. Faut que les jaunes, parce que les blancs vont servir dans la recette des tuiles. Tout se recycle, rien ne se perd. C'est aussi un moyen de partager, d'échanger, et pas seulement de se dire qu'on va leur apprendre quelque chose, mais tout simplement de se dire qu'on va contribuer en tout cas à ce qu'il y ait moins de gaspillage, quoi. Les blancs d'œufs, qui resteraient par exemple d'une recette d'un gâteau au chocolat dans lequel on n'utiliserait que les jaunes,
il vous reste les blancs d'œufs, plutôt que de les jeter, on peut faire des tuiles aux amandes ou bien des meringues. Et ma volonté était de donner des astuces aux gens pour utiliser les produits qu'on a à l'épicerie d'abord, mais aussi trouver des recettes qui n'étaient pas seulement préparer un plat de pâtes. Avec une glace vanille, une petite boule de glace à la vanille. Après, on l'agrémente comme on veut. Hein. Aujourd'hui, les femmes ont réalisé un gâteau de pain perdu avec des vieilles baguettes, des tuiles aux amandes et des papillotes de bananes au chocolat avec des fruits quelque peu défraîchis. D'autres vont encore plus loin. Depuis peu en France, un nouveau mouvement voit le jour, le friganisme. C'est un mode de vie alternatif qui vient des États-Unis. Ces militants refusent la société de consommation et le gaspillage qu'elle génère. 2 fois par semaine, Jeanne, une étudiante en philosophie de 24 ans, se nourrit dans les poubelles. Elle est frigane depuis 6 mois. Alors là, je sors des légumes, des fruits, des plats préparés, des desserts. Bref, toute la nourriture qu'un supermarché de Paris a jetée ce matin. Moi, je suis frigane plus par choix que par nécessité. Et donc, comme il y a des gens qui font ça par nécessité, j'essaye de passer en dernier pour être sûre que tout ce que je prends, c'est des choses qui allaient partir à la poubelle si je ne les avais pas prises. Si je fais ça, c'est à la fois pour éviter que tout parte à la poubelle. Juste, c'est une réaction presque, je pense, que tout le monde peut avoir quand on voit ça. Et puis, par ailleurs, c'est aussi une action pour moi que de récupérer. Parce que si je mange comme ça, je ne suis pas consommateur de ces grandes enseignes et donc j'encourage pas leur système, quoi. Jeanne trouve de tout dans les poubelles, des produits non périmés comme des produits périmés. Si je mange justement des choses officiellement périmées, c'est bien qu'elles sont encore mangeables, je pense pas que j'ai l'air très malade. Si ça nous dégoûte de manger quelque chose dont la date de péremption est dépassée, c'est parce qu'on nous a appris à croire que c'était la bonne parole. Et de même que ces carottes, si elles nous attirent pas dans les rayons, c'est parce que notre œil a été éduqué par les images publicitaires, par la vision des supermarchés remplis toujours de choses parfaites. Donc il faut déjà commencer par se déprendre de toute cette éducation à la consommation qui a été notre lot à tous depuis qu'on est enfant. Jeanne récolte tellement de nourriture qu'elle en redistribue régulièrement à ses connaissances, surtout celles pour qui les fins de mois sont difficiles. Cette image révoltante d'une poubelle pleine, ce qui est important, c'est de savoir la relier à tout un système de production qui en est responsable. Il n'est pas seulement responsable, c'en est l'organisateur. Pour lui, c'est rentable. Donc c'est ça dont il faut prendre conscience. Il faut arriver à considérer que la poubelle pleine, c'est l'envers du rayon plein. Et donc, pour ça, le gaspillage, c'est une stratégie. Hein. C'est une stratégie de croissance, de faire jeter aux gens pour qu'ils puissent ensuite racheter. Quelque part, le gaspillage des uns fait le bonheur des autres. La tente des glaneurs sur le marché de Oisem de Lille s'inscrit dans cette démarche. Ça va toi? Oui, ça va. Tu vas bien? Tu as quelque chose pour nous aujourd'hui? Oui. On passe tout à l'heure? Ça marche. À tout à l'heure. Ça marche. Avec ses 650 commerces, Oisem est l'un des plus importants marchés de l'Hexagone. Jean-Loup Lemaire, l'un des créateurs de la tente des glaneurs, a réussi à nouer des liens avec une quinzaine de maraîchers, mais aussi des boulangers et des fleuristes, qui préfèrent donner plutôt que de jeter. On repasse tout à l'heure. T'as quoi aujourd'hui? T'as pas mal de choses? Il y aura des champignons. Ouais. Il y aura des courgettes. Ouais. Il y aura des oignons frais. Ah, super. Peut-être un peu d'endive. Donc Abdou, c'est un de nos fournisseurs solidaires alimentaires depuis le début. C'est grâce à eux en fait qu'on a du don et c'est grâce à eux qu'on peut redistribuer à une population en grande précarité. Donner au lieu de jeter, c'est une bonne politique, quoi. Parce que c'est vrai que moi, quand j'étais petit, on était famille nombreuse, on avait des besoins comme tout le monde, quoi. Et le père, il travaillait seul, quoi. Donc on venait chercher des produits un petit peu périmés sur les marchés, quoi. Que maintenant, ils nous ont fait tellement une politique de jeter directement à la poubelle parce que la mairie elle était un petit peu à cheval dessus, quoi. Que heureusement que l'association s'est créée, quoi. Comme ça, au moins, on jette moins et puis on paiera moins d'ordures ménagères, quoi, sur le marché, quoi. Donc ça fait plaisir. C'est né d'un constat qui est tout à fait logique. D'un côté, le commerçant avait des produits qu'il ne pouvait pas vendre parce qu'il n'avait plus les critères de vente, mais qui avaient parfaitement les critères consommables. Il payait une taxe d'ordure là-dessus.
Donc il devait déjà prendre du personnel pour pouvoir se séparer de cette marchandise. Et surtout, il était payé, il était taxé dessus. Grâce à la tente des glaneurs, nous, en fait, on va aller diminuer sa taxe sur les ordures. Et en plus, on va créer du lien social et la distribution solidaire alimentaire. Par exemple, une aubergine comme ça, je ne peux plus le vendre. Ça, tu prends un couteau. Voilà, c'est ce qu'on appelle les fruits et les légumes un peu bigornés. Et je veux dire, franchement, quand j'étais en vacances, moi, j'étais friande des aubergines à la poêle à l'huile d'olive, quoi. Et c'est délicieux. Bah ça fait un bon petit repas, quoi. Bonjour, tu vas bien? Tu as quelque chose pour nous aujourd'hui? Et c'est ainsi que tous les dimanches matins, Jean-Loup Lemaire et sa troupe de bénévoles vont démarcher les commerçants pour évaluer ce qu'ils vont pouvoir récolter. Et ils récoltent beaucoup, des centaines de kilos de nourriture qui représentaient avant des montagnes de déchets dans lesquelles les plus démunis glanaient. Impeccable. Tu as du pain pour nous aujourd'hui? On passera le prendre tout à l'heure. Hein. C'était un glanage sauvage, c'était un peu la loi de la jungle. Donc déjà, on a une perte de dignité parce qu'on est à 4 pattes dans les conteneurs pour pouvoir s'alimenter. Et en plus de ça, c'est une vraie jungle. Parce que le premier arrivé, c'est le mieux servi. Tandis qu'à la tente des glaneurs, qu'on arrive du début au milieu à la fin de la distribution, on aura tous pareil. Ça va? Une vraie réussite qui fait honte aussi, car elle étale sous nos yeux tout ce que nous gaspillons les uns les autres. Un vrai succès, et pourtant tout ne fut pas facile pour les glaneurs de la tente, car il leur a fallu convaincre les commerçants de devenir des fournisseurs solidaires alimentaires. Alors il y en a quelques-uns qui ont été réticents en fait, à donner parce qu'ils ont cru que c'était un marché parallèle. Et ils ont dit bah pas du tout, parce que les gens vont attendre la fin du marché pour venir chez toi gratuitement. Je vois pas l'intérêt de te donner parce que moi je vais perdre du chiffre d'affaires. Et en fait ils se sont rendus compte que je n'étais pas un marché parallèle. Déjà premièrement, je distribue à la fin du marché officiel, donc il n'y a plus de concurrence. Et surtout je distribue des produits qu'ils ne peuvent pas vendre. En fait c'est de la valorisation de futurs déchets. La force de Jean-Loup Lemaire a été de proposer un bénévolat à la carte. On vient quand on peut, aider 1 heure par-ci par-là, 1 jour par mois, sans obligation, sauf celle de s'inscrire sur le planning à l'avance. Et ça marche. La tente des glaneurs n'est jamais à court de bras solidaires. Quand la fin du marché approche, les bénévoles partent récupérer les promesses de dons. Mais attention, ils ne prennent pas n'importe quoi. Alors là, on fait un rapide contrôle, parce que je ne veux pas que ça soit non plus un relais poubelle. Donc je contrôle vite fait avec une visu. Si jamais le produit était touché à plus de 30%, je ne vais pas le récupérer. Parce que justement, ça va se transformer en relais poubelle, c'est pas le but. On décharge vite, on a encore un voyage à faire. Les personnes accueillies sous la tente des glaneurs sont de tous bords. Familles monoparentales, personnes âgées, étudiants, chômeurs, SDF, salariés pauvres, un public n'osant pas toujours se présenter au tissu associatif de quartier. On recense une quarantaine de bénéficiaires réguliers et une cinquantaine ponctuels, soit quelques 100 cabas constitués chaque dimanche. Aujourd'hui, on a un peu plus de 560 kilos de marchandises. Vous avez vu, on avait beaucoup de pommes, donc on peut y aller. Hein. Sur les pommes, il n'y a aucun souci par cabas. Vous pouvez en donner, une dizaine facilement. Face à l'affût de la tente, on peut donner 10 pommes par cabas. C'est parti, on y va. Allez, action. Merci beaucoup. Bonjour. Comment ça va? Christine est une habituée. Chômeuse de longue durée, elle doit nourrir 4 bouches, 2 adultes et 2 enfants. Elle ne manquerait pour rien au monde ce rendez-vous hebdomadaire. Tu peux de persil ou coriandre? Persil. Merci. J'achète plus de fruits, j'achète plus de légumes, j'achète plus de pain, donc c'est des économies considérables. Moi, ça me révolte quand on voit tout ce que les gens y jettent. C'est pas possible. Même mes fans de carottes, moi je les donne à mon lapin, j'ai un petit lapin, donc je lui donne tout ça et moi il n'y a rien qui est jeté. Je jette rien. Quand j'ai trop, je mets au congélateur et je ressors. Alors ça c'est avec peu de choses, on peut faire plein de choses quand on est débrouillard. Et puis Christine est repartie avec un joli cadeau. Une rose donnée par une fleuriste du marché. Un luxe auquel elle ne peut jamais prétendre. On l'a vu, les enjeux du gaspillage alimentaire sont multiples, depuis la production jusqu'au traitement des déchets. Pour ne pas laisser nos ressources naturelles s'épuiser, il est donc urgent de changer nos habitudes.